Au départ, on peut comprendre, on peut avoir des doutes, on peut ne pas connaître. Mais 30 ans ont passé, de l'eau a coulé sous les ponts. On ne connaît pas toujours. Nous nous sommes rendus compte, beaucoup de Congolais, en tout cas plus de Congolais aujourd'hui qu'il n'y en avait hier, se sont rendus compte des objectifs funestes de Paul Kagame et de ses sbires qu'il utilise au Congo. Plus de Congolais aujourd'hui qu'hier sont prêts à se sacrifier. Regardez ce qui s'est passé en 96, 97. Il ne leur a pas fallu 6 mois pour arriver à Kinshasa et mettre au pouvoir M. Laurent Désiré Kabila. Confier l'état-major général de l'armée à un officier rwandais. Aujourd'hui, c'est depuis la 5e agression qu'ils ont lancée contre notre pays, date de 2021. Ça fait presque 5 ans maintenant. Ils n'ont pas réussi à contrôler l'ensemble des 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est qu'il y a qualitativement une certaine évolution du côté des Congolais. Ce n'est plus la même chose. Hier n'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, on peut dire, cette amélioration, la qualité des Congolais la résilience est due aussi à un leadership? Naturellement. Le leadership. Il est évident que les peuples ont besoin de guides. Les peuples ont besoin de gens qui portent le flambeau. Lumumba nous en a donné l'exemple en 1960. Aujourd'hui, la résistance de Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, son insistance à indexer le mal d'où il vient, sans circonlocution diplomatique ou quoi, qui énerve tellement le voisin Kagame, ont démontré qu'il n'est pas acceptable de garder le silence lorsque un voisin qui mérite de vivre en bonne intelligence avec vous, qui a intérêt à vivre en bonne intelligence avec vous, vous prend pour rien du tout et estime qu'il peut venir jusque dans votre maison, prendre tout ce que vous avez pour son propre bonheur à lui et vous envoyer par monts et vallées. Donc je pense que c'est à Félix Tshisekedi et à son insistance sur la responsabilité première. Nous avons nos problèmes. Hein? Je n'ai jamais dit que les Congolais n'ont aucune responsabilité. Elles sont là, ces responsabilités. Comme tout autre pays, il y a au Congo des gens qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas un comportement politiquement conséquent. Cela existe. Mais dans la hiérarchie des causes des problèmes sécuritaires et humanitaires que nous connaissons aujourd'hui, le président Paul Kagame occupe le haut du pavé. Et ça, Tshisekedi a le mérite de le dire, de le répéter et d'avoir pu convaincre une partie essentielle de la communauté internationale de cette réalité. Il n'est pas le premier à le dire. Vous avez fait partie d'un gouvernement en 2013 où vous aviez eu Kabila qui a déjà aussi appointé du doigt Kagame. Vous, à l'époque également, on se rappelle quand même. Vous n'étiez pas chef de l'État. Vous étiez porte-parole, mais vous-même, vous pointiez déjà du doigt la responsabilité de Paul Kagame. Quand en 2013, il y a eu ce M23-là, vous étiez également vent debout. Aujourd'hui, on nous rappelle souvent qu'en 2013, le M23 a été vaincu. Avec un peu de recul, vous direz la même chose? Le M23 a été vaincu, ça c'est vrai, mais le mentor du M23 l'a redynamisé, l'a recyclé, lui a donné une partie de son armée et l'a renvoyé au front contre nous. Ça, c'est la réalité. Et pourquoi avoir envoyé? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part du gouvernement précédent et de l'actuel gouvernement parce qu'on n'a pas pris des mesures qu'il fallait? Madame, je vous ai dit que tout n'est pas rose au Congo. Nulle part au monde, tout est rose. Il y a aussi une part de responsabilité des Congolais, ne fût-ce que même au niveau de la capacité à résister à cette invasion, cette 5e invasion. On nous a envahis 5 fois. C'est la 5e que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Mais je vous ai dit que on devrait avoir honte. Quand vous insistez comme ça... C'est pas un problème de honte. Mais oui, 5 fois où vous faites... Vous n'avez pas... Lorsque vous faites voler, ou lorsqu'une fille se fait violer, vous n'allez pas lui dire d'avoir honte. Celui qui doit avoir honte, c'est le violeur.
C'est à Kagame à avoir honte. C'est lui qui veut voler ce qui est à nous. C'est lui qui est venu 5 fois sur notre territoire. Même si nous sommes faibles, la responsabilité, la culpabilité est celle de celui qui envahit. On ne doit pas, Donc, il faut pas inverser la la charge. responsabilité, pas du tout. Donc, nous, on est en droit de dénoncer, continuer de dénoncer. Dénoncer, résister et nous préparer à empêcher que nous soyons si fragiles, si vulnérables. Dans cette émission, je le disais tout au début, on va parler des nos-héros, certains connus, d'autres méconnus. On a essayé de parler de Général Kissassé, mais avant de parler d'un autre héros national, celui-là beaucoup plus connu que le président, on voulait quand même revenir. On a vu par rapport à la situation dans la partie est du pays, on a vu l'ancien président à un moment lever le ton pour dire qu'il faut que toutes les armées étrangères puissent quitter le territoire national, mais actuellement, il y a des preuves à l'appui, il y a des experts de l'ONU qui disent que l'armée rwandaise, c'est plus un secret. Et ici, comment vous, qui avez eu à travailler un moment avec Kabila, analysez-vous le silence de ce chef de l'État qui n'ose pas la voix pour demander, par exemple, aux troupes rwandaises de partir, alors qu'il a fait pour l'EAC? J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon malaise face au dernier discours du président Kabila, du président honoraire Kabila. D'abord, j'ai été frappé par cette exonération qu'il accordait si facilement à celui dont nous tous nous savons qu'il est le premier responsable de la dévastation qui s'est abattue sur nos provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, à savoir le président Paul Kagame. Pas un mot n'a été dit dans les derniers discours auxquels vous faites allusion du président honoraire sur la responsabilité du Rwanda et particulièrement de son président, que la communauté internationale dans son ensemble est en train de pointer comme l'auteur de toutes ces atrocités vécues par les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est à lui qu'il faut poser la question de savoir par quelle alchimie on peut mettre fin à une guerre en pactisant avec l'agresseur. C'est ça le problème. S'il est entré à Goma, s'il a pu arriver même à Bukavu, c'est à partir d'où? C'est à partir du territoire de l'agresseur. D'après les renseignements que nous recevons de la part de nos compatriotes qui l'ont vu à Goma et à Bukavu, sa sécurité est assurée par des militaires rwandais, par les agresseurs. Alors, cette alchimie-là, elle nous donne un peu le tournis. On se dit, mais comment on en arrive là? Les personnes que vous avez combattues, aujourd'hui vous pactisez. Et qui continuent d'ailleurs à agresser votre pays. Et vous pactisez avec eux, vous leur confiez votre sécurité. Alors on se met à poser toutes sortes de questions. J'ai parlé de nausées métaphysiques au cours d'une communication précédente. Beaucoup de mes anciens amis m'en ont voulu, mais c'est vraiment ce que ça provoque. On ne peut pas expliquer cela. C'est le vertige que cela peut donner à tout esprit normalement constitué. Est-ce que certains peuvent dire il a toujours été des mèches avec le Rwanda ou certains le pensent, et les faits semblent leur donner raison. Puisque s'il n'y avait pas eu ces accointances-là, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, est-ce que c'est une réconciliation ou simplement un retour dans le camp auquel on appartient? Ce sont des questions que nous nous posons tous. Et encore avec un peu de recul, est-ce que vous regrettez d'avoir un jour travaillé avec lui au regard de son attitude? Mais il n'y a pas à regretter puisqu'on n'a pas travaillé dans une maison particulière ou familiale. On a travaillé pour l'État. Lui travaillait pour l'État. Moi aussi, je travaillais pour l'État. Je n'étais même pas dans son parti. C'est la dispensation politique qui nous a obligés à nous mettre ensemble. Nous, le Lumumbiste, lui, Kabiliste, et on s'est mis ensemble pour travailler pour l'État, qui est notre maison commune. C'est sa maison, c'est ma maison. Donc, j'étais pas à son service. Lui et moi, nous étions au service de l'État congolais. Il faut retenir cela. En tout cas, il faut que les téléspectateurs retiennent. Cela aussi, on se dit, mais si vous aviez un message à lui adresser, vous lui direz quoi? C'est de revenir à la maison. Sa maison, c'est le Congo. Encore faudrait-il qu'on le laisse revenir. Non, ça c'est autre chose, un détail ou quoi. Il faut qu'il exprime la volonté. Tout cela s'est fait avant même qu'il ait ses problèmes avec la justice.
Tout cela s'est fait avant même qu'il puisse donner des preuves d'une collusion avec l'agresseur de notre pays. Donc, cela s'est fait avant, cela peut se faire après. Nous sommes des hommes de chair et de sang. Nous pouvons poser des actes répréhensibles. Mais il y a un proverbe qui dit que le tout n'est pas de poser un acte répréhensible, mais c'est la persévérance qui est diabolique. On peut arrêter lorsque vous prenez conscience que l'acte n'est pas défendable. Il faut faire une introspection et changer d'optique. Je pense qu'il est encore temps de le faire. Les Congolais lui en sauront gré et sauront en tenir compte, malgré tout ce qui a été fait pour sanctionner, on va dire ainsi, son comportement. Ça peut se faire via un dialogue. Naturellement. Vous êtes pour ce dialogue que certains demandent de tout leur vœu, pour que, comme je le disais, d'autres disent que non, on a échoué sur le plan militaire. Il faut qu'on dialogue pour qu'on puisse retrouver notre paix, notre sécurité, notre intégrité. Je vais vous dire mon point de vue. Nous n'avons pas échoué sur le plan militaire. Une guerre, elle est faite de haut et de bas. Moi, je suis un ardent lecteur des récits de guerre. Prenez toutes les guerres qui sont arrivées jusqu'à notre connaissance. La Première Guerre mondiale, la Deuxième. À un moment donné, on a eu l'impression que le régime nazi allemand avait gagné, que les alliés occidentaux avaient la tête de bec dans l'eau. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est passé. Les choses se sont retournées complètement. Donc une guerre, vous ne pouvez pas l'arrêter à un moment donné, arrêter sa linéarité avant même que les partis au combat ne se soient convenus d'une armistice. À ma connaissance, je n'ai pas été informé qu'il y ait eu un armistice entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense que les contacts au front se poursuivent. Même au moment où nous parlons, on se bat près d'Ouvira. Au moment où nous parlons, on se bat près de Walikale. Au moment où nous parlons, on se bat à Massissi. Donc la guerre n'est pas encore terminée. Et je ne pense pas que le président Kagame, qui rit à un moment donné, rira le dernier. Je n'ai pas cette impression. Je ne pense pas qu'il a autant de profondeur, étant en train de perdre ceux qui lui permettaient justement de narguer un grand pays comme la République démocratique du Congo. Là, vous pensez à cette communauté, la communauté internationale. Je ne parle pas de la communauté internationale. Vous parlez de Je qui? parle de la capacité des Congolais à résister, à le bouter hors de leur territoire national. Il a gagné quelques villes. On est en train de se battre autour de ces villes. Alors, je me demande quelle doit être son impression. Qu'est-ce qu'il a gagné au fond? Puisque maintenant on se bat. Il prend les minerais stratégiques, selon le rapport des experts des Nations Unies. Ça ne va pas durer tout le temps. Il ne va pas épuiser toutes les réserves minières qu'il y a dans le sud Kivu et le nord Kivu. Il va finir par quitter ce pays et payer des dommages de guerre très importants. On parlait du dialogue. Est-ce que ce n'est pas le moment? Mais le dialogue, il est permanent.